Pourquoi la fiction nous fascine? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans la vie de personnages qui ne sont même pas réels? Je fais partie de ceux qui pensent que la fiction est aussi importante que la vie réelle, parce qu'elle nous nourrit émotionnellement et intellectuellement, et parce qu'elle enseigne. Si vous regardez Forrest Gump par exemple, vous allez sûrement en apprendre plus sur le courage et la loyauté qu'en une semaine dans la vraie vie. Le Seigneur des Anneaux nous enseigne mieux le sens du sacrifice que le ferait n'importe quel job. Gladiator enseigne mieux que quiconque l'importance que peut avoir la famille. De la fiction, on tire des leçons qu'on pourrait appeler leçons de vie, ce qui est assez paradoxal compte tenu du fait que ce n'est pas vraiment la vie qui vous l'enseigne, mais une histoire inventée, avec dedans des gens qui n'existent pas, qui vivent des événements qui n'existent pas, et qui ont des émotions qui n'ont de vrai que ce qu'elles provoquent en vous. Pourquoi ces personnes, qui ne sont en réalité qu'une suite d'images, de pixels ou de lignes dans le cas d'un roman, nous paraissent si réelles? Pourquoi leur vie a une importance pour nous? Pourquoi est-ce qu'on aime des gens qui ne sont que le fruit de l'imagination d'autres personnes? Albert Camus disait que la fiction, c'est le mensonge par lequel nous disons la vérité. Alors comment un mensonge qu'on sait être un mensonge peut autant nous affecter? Comment un même personnage peut nous inspirer des émotions opposées, voire contradictoires? Est-ce que la fiction manipule nos émotions dans le but de nous enseigner ce qu'elle veut nous enseigner? Ou est-ce que c'est un petit peu plus subtil que ça? Afin de bien comprendre comment la fiction joue avec nos émotions, il est d'abord nécessaire de parler d'identification. D'abord, l'identification est un phénomène qui n'est pas propre à la fiction. Il existe quotidiennement entre les personnes et il peut être conçu comme le fait d'emprunter pour un temps la perspective de quelqu'un d'autre pour asseoir sa propre individualité. C'est un phénomène social qui nous fait vivre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. C'est notamment grâce à l'identification qu'on tisse des liens sociaux plus ou moins étroits avec les autres. En fiction, c'est légèrement différent. On peut définir l'identification comme un phénomène de contagion émotionnelle, c'est-à-dire que le personnage fictif va émettre une émotion et que vous allez, en tant que spectateur, joueur ou lecteur, vous manger en pleine face et qui va provoquer en vous la même émotion. Par exemple, dans Interstellar, Joseph Cooper se met à chialer devant l'enregistrement laissé par sa fille et la caméra est fixée sur son visage. Il exprime une immense tristesse, alors par contagion émotionnelle, le spectateur est triste. Et ne faites pas genre, je sais que je ne suis pas le seul à avoir chialé devant cette scène. Mais on peut également comprendre l'identification comme une capacité cognitive à se mettre dans la peau du personnage. Cette aptitude, appelée théorie de l'esprit en sciences cognitives, permet de se représenter les états mentaux d'autres individus et d'utiliser ces représentations afin d'expliquer ou de prédire leur comportement. Par exemple, à la fin de Seven de David Fincher, David Mills apprend ce qu'il y a dans le paquet de John Doe. La contagion émotionnelle s'opère lorsqu'on ressent de la colère et de la tristesse, puisque le personnage de Mills affiche lui-même ses émotions. En revanche, lorsqu'il finit par tuer Doe, c'est la théorie de l'esprit qui fait qu'on comprend pourquoi il le tue. On est capable de se mettre à sa place, de comprendre sa colère et d'expliquer son geste. On peut même se dire qu'on aurait fait pareil. L'identification, ce n'est pas que l'aptitude de copier les émotions d'un personnage, c'est aussi parfois comprendre ses décisions, même si on ne les cautionne pas forcément.
Notre identification au personnage de fiction permet alors l'étape suivante, la réponse empathique, qui est la reconnaissance et la compréhension des émotions d'autrui. Elle peut parfois aller jusqu'à la sympathie, qui est le fait de ressentir la même émotion que le personnage. Mais alors, si l'identification a un rôle social, pourquoi notre cerveau développe de l'empathie pour des personnages qui n'existent pas, et donc qui n'ont pas vraiment de valeur sociale ? Pour répondre, il me faut d'abord expliquer ce qu'est le pacte auteur-spectateur, ou auteur-lecteur dans le cas d'un roman, ou auteur-joueur dans le cas d'un jeu vidéo, bref. Le pacte auteur-spectateur, c'est un accord tacite entre l'auteur d'une œuvre de fiction et son destinataire. L'auteur pose un contexte et des règles, et le spectateur s'engage pendant le visionnage ou la lecture de l'œuvre à croire en ce contexte et en ses règles. On peut le rattacher à un concept bien défini du nom de suspension consentie d'incrédulité. C'est en quelque sorte un pacte de confiance. L'auteur s'engage à ne pas enfreindre les règles qu'il a lui-même établies, et le lecteur s'engage à croire en ses histoires. Dans Game of Thrones par exemple, George R. R. Martin vous dit dès le début que les dragons ça existe, et donc lorsque des dragons apparaissent effectivement à l'écran, ça vous semble plausible. Si en revanche dans Le Seigneur des Anneaux, Gandalf enfilait un casque de moto, montait à bord d'un F-16 avec Frodon sur les genoux direction le Mordor, ça nous paraîtrait aberrant. Run, Shadowfax. Show us the meaning of haste. Par contre, lorsqu'il forme un bateau avec la fumée de sa pipe, tout le monde trouve ça ok. Ce pacte auteur-spectateur induit que nous devons prendre au sérieux les personnages et les événements de l'intrigue, et que nous ne considérons pas l'histoire comme un gros mensonge, alors qu'objectivement, ça l'est. Dans cette scène, il n'y a rien qui nous choque à voir un gars déguisé en chauve-souris tabasser un gars déguisé en clown dans un commissariat. C'est tout à fait normal. Et donc par extension, ce pacte tacite nous fait considérer les personnages comme bien réels. Est-ce que ton super mal est bien réel? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'il est réel! Et s'ils ne sont pas forcément humains, ils renvoient des émotions ou partagent des valeurs avec le spectateur, ou le lecteur, ou le joueur, bref, permettant son identification, puis une réponse empathique, voire sympathique. Et le plus drôle, c'est que les personnages n'ont même pas besoin d'être humains ou humanoïdes. Vous pouvez vous attacher à n'importe quoi, du moment qu'ils présentent des caractéristiques émotionnelles un tantinet humaines. Qui n'a jamais versé une larmichette à la fin de Terminator 2 lorsque le Terminator est détruit, ou quand Eve se met en veille et que Wally essaye désespérément de communiquer avec elle. C'est un grand point fort de la fiction. Non seulement elle nous fait développer des émotions pour des gens qui n'existent pas, mais en plus elle nous attache à des personnages qui ne sont parfois ni humains, ni même des animaux. Parce que ce qui est important dans l'identification, c'est le lien émotionnel que vous créez avec un personnage. Et ça passe par le langage, par les expressions et par les valeurs. Après, on pourrait aussi se demander pourquoi on aime regarder des personnages à qui on s'est attaché, souffrir ou mourir. Mais ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, la fiction fait à notre cerveau un véritable tour de passe-passe, dans lequel même si on est parfaitement conscient que ce à quoi on assiste c'est un gros tissu de mensonges, on y croira tout de même, au moins pour un temps. Et on ressentira tout de même des émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Abracadabra. Maintenant qu'on a vu qu'on pouvait développer de l'attachement pour des personnages, on peut se demander pourquoi on peut également développer de l'antipathie pour des personnages. L'attachement à un personnage et le développement de sentiments positifs ou négatifs à son égard n'est pas exactement identique au phénomène d'identification.
On peut s'identifier à un personnage et développer de l'empathie pour lui, voire même s'y attacher sans pour autant l'aimer. On peut aussi le détester ou être en colère contre lui. Très bien. Oui, on peut être attaché à un personnage et le haïr ou souhaiter sa mort prochaine. Pour en venir à développer plutôt une sympathie ou une antipathie pour un personnage, il faut placer ses actions sur une échelle de valeurs. Une échelle de valeurs, c'est un ensemble de valeurs situées sur une échelle. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Une échelle donc propre à l'individu. Cette échelle est plus ou moins façonnée et mise en ordre en fonction de la société dans laquelle on vit, mais peut varier d'un individu à un autre. En gros, ça dépend de quelle importance vous donnez aux choses et aux concepts. Sur un plan plus moral, l'utilitarisme et le déontologisme s'opposent. Le dilemme du tramway est d'ailleurs une excellente illustration de l'opposition entre ces deux visions. Le dilemme du tramway, c'est quoi ? Imaginons, vous êtes conducteur d'un tramway qui n'a plus de frein. Il roule à toute vitesse et vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Devant vous, sur le chemin de fer, se trouvent 5 travailleurs. Vous ne pouvez ni les avertir ni les prévenir. Personne ne peut rien faire pour éviter l'accident et la mort de ces 5 personnes. Cependant, vous disposez dans la cabine de conducteur d'un levier qui ferait dévier votre train sur un autre embranchement, sur lequel se trouve seulement un seul travailleur. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous ne tirez pas sur le levier et le tramway tuera 5 personnes, ou alors vous faites le choix de tirer sur le levier et le tramway n'en tuera qu'une seule ? Okay. So, what did we learn? La vision utilitariste dit que le moindre mal est préférable, et qu'il est donc moral de faire dévier le train pour tuer le moins de gens possible, en l'occurrence une seule. La vision déontologique, elle, veut que ce soit les actions qui déterminent la morale, et pas l'inaction, et que donc tirer sur le levier est amoral puisqu'on choisit de tuer délibérément une personne, alors que la non-décision ne peut être amorale, même si la conséquence est 5 fois plus importante. L'individualisme, quant à lui, se pose la question de qui est sur la voie où fonce le tram. Si ce sont vos parents ou votre enfant ou vous-même qui êtes sur les rails, est-ce que votre choix va changer ? Peut-être que vous préférez laisser le tramway foncer sur 100 inconnus plutôt que de le faire dévier sur votre chien ou votre chat par exemple. En fait, il n'y a pas de bonne réponse à ce dilemme, sinon ce ne serait pas un dilemme. Votre réponse dépendra de votre vision des choses et de vos valeurs graduées sur votre propre échelle d'importance, votre propre échelle de valeurs. Ok, prenons un exemple concret. Dans The Last of Us, Joel est confronté à un dilemme qui rappelle fortement le dilemme du tramway. Faut-il qu'il sauve l'humanité en laissant Ellie mourir, ou sauver celle avec qui il a construit une relation père-fille ? Joel fait un choix individualiste et décide de sauver Ellie. Est-ce qu'il a fait le bon choix ? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas vraiment de bon choix. Il y a le choix de Joel, qui a sa vision du monde, ses expériences, ses émotions et ses responsabilités. Il est évident que Joel a choisi de sauver celle qu'il considère à présent comme sa fille, celle qui lui a redonné le goût de vivre, et celle pour qui il a vécu plus en quelques jours que pendant ses 20 dernières années. Comme il est évident que son choix est également motivé par le fait qu'il a déjà perdu sa fille et qu'il ne veut pas revivre ce cauchemar. Mais l'évidence ne fait pas la légitimité. Et si vous avez joué à The Last of Us, vous avez également vécu par identification ce traumatisme au début du jeu. Et vous aussi, vous vous êtes attaché à Ellie tout au long de l'aventure. Et il y a fort à parier qu'à sa place, si le choix vous avait été donné, vous auriez fait pareil que Joel. Il y a d'ailleurs de grandes chances pour que, comme moi, vous ayez la certitude d'avoir fait le bon choix, le seul possible. L'identification à Joel et l'attachement qu'on lui porte, ainsi qu'à Ellie, sont plus forts que tout, plus forts que la survie de l'humanité. Joel et Ellie sont un parfait exemple de personnages pour lesquels on développe un attachement positif. On tient à eux, on ne veut pas qu'ils meurent, on les comprend, même dans les choix difficiles. On valide même les décisions qu'ils prennent. Est-ce que ça vous a fait réfléchir ? Est-ce que finalement, tout ce que je vous ai dit,
vous a fait remettre en question le choix de sauver Ellie au détriment de tous les autres. Si ce n'est pas le cas, peut-être que jouer à la deuxième partie de The Last of Us changera votre vision des choses. On y reviendra plus tard. Pour revenir à l'identification, elle peut également provoquer des émotions négatives à l'égard des personnages, comme la haine, la colère ou le ressentiment. Et pour faire ça, la voie la plus simple pour un auteur est de faire en sorte que le personnage qui doit être détesté du public fasse du mal à un personnage qui est aimé de ce même public. Pour faire simple, si un enfant fait volontairement du mal au vôtre, vous allez le détester. L'auteur n'a plus qu'à insister un peu sur les défauts du personnage censé être antipathique, et c'est gagné, tout le monde le détestera. Pour donner quelques exemples, Drago Malfoy est introduit en humiliant Ron Weasley, et il est tout de suite caractérisé par sa suffisance. Son père fait d'ailleurs la même chose avec toute la famille Weasley dans le 2. Laissez-moi deviner, des cheveux roux, le regard inexpressif. Un livre d'occasion, tout est corné, vous ne pouvez qu'être les Weasley. Saruman trahit Gandalf, Ombrage torture les élèves et fait preuve d'une autorité qu'elle pousse jusqu'à l'injustice, Cypher trahit Neo dans Matrix et est mortellement jaloux, Biff humilie le père de Marty dans Retour vers le futur, etc., etc. Jaime Lannister pousse un enfant du haut d'une tour dans l'épisode 1 de Game of Thrones, et tout le monde le déteste. The things I do for love. Est-ce que tout le monde déteste Jaime Lannister? Alors j'ai pas les stats officielles, mais je mets ma main à couper que c'est pas le cas. Et pourtant il pousse quand même un enfant du haut d'une tour. Je pense même que certains qui le haïssaient à la fin de l'épisode 1 de la saison 1 l'apprécient presque à la fin de l'épisode 5 de la saison 3. Attendez, ça veut dire qu'on peut changer d'avis sur un personnage? My name's Jamie. Ok, on a vu que la fiction utilise nos capacités cognitives d'identification pour nous faire ressentir de la sympathie ou de l'antipathie pour des personnages. Mais elle nous fait souvent voir les choses du point de vue du héros, à travers un prisme subjectif dont on a plus ou moins conscience. Le plus souvent, on développe de la sympathie pour des protagonistes et de l'antipathie pour des antagonistes. Mais est-ce que notre appréciation peut changer ? Est-ce qu'on peut développer de la sympathie pour un personnage qu'on détestait avant, et si on pousse le raisonnement plus loin, est-ce qu'un protagoniste peut devenir un antagoniste ? Ou inversement ? Say my name. Bon, la réponse elle est assez évidente pour tous ceux qui ont un peu lu des livres ou vu des films. Oui, bien sûr qu'on peut changer d'avis sur un personnage. You're goddamn right. Un protagoniste peut devenir un antagoniste, et on peut développer de la sympathie pour un personnage qu'on n'appréciait pas vraiment au départ. Tout le monde, par exemple, a vu Anakin Skywalker se transformer en Dark Vador et Barbossa devenir l'allié de Jack Sparrow. D'autre part, et on l'a déjà dit, l'identification aux personnages de fiction n'a pas de valeur intrinsèquement sociale. Mais si des gens discutent de films ou de jeux vidéo, et échangent des opinions sur leurs personnages préférés et sur leurs valeurs, est-ce que ça ne signifie pas quelque part que la fiction a indirectement une fonction sociale, puisqu'elle finit par rapprocher les gens finalement? Et certaines confrontations d'opinion amènent à nous rendre compte que oui, certains ont fini par apprécier Jaime Lannister, malgré le fait qu'il ait poussé Bran du haut d'une tour. Alors pourquoi est-ce qu'on change d'avis sur des personnages? Eh bien, il y a plusieurs réponses à cette question, et on va parler de deux d'entre elles. Alors déjà, l'évolution naturelle d'un personnage tout au long de son arc narratif peut nous amener à une révision de la sympathie ou de l'antipathie qu'on éprouvait pour lui. Au fil de ses décisions et de ses choix, la mentalité, les certitudes et parfois même les valeurs du personnage vont être amenées à changer, ce qui peut amener le spectateur à revoir son appréciation. C'est par exemple le cas d'Anakin Skywalker qui passe aux yeux du spectateur de sympathique padawan téméraire et courageux à détestable tueur d'enfants.
son arc narratif est logique, et même si le changement est assez brutal dans La Revanche des Sith, mais on a vu pire, le spectateur est amené à réviser son opinion sur Anakin Skywalker / Dark Vador. D'ailleurs, lorsqu'Obi-Wan dit à Luke que son père est mort de la main de Dark Vador, c'est très méta, puisque le personnage d'Anakin a subi une évolution si drastique que Dark Vador n'a presque plus rien à voir avec lui. À la fin de son arc narratif, un personnage n'est plus ce qu'il était au début, en tout cas il s'en éloigne, pour le meilleur ou pour le pire, et parfois au point que ses valeurs changent du tout au tout. Autre exemple, dans Batman The Dark Knight, Harvey Dent passe du bon samaritain qui a le courage de s'opposer à la gangrène de la mafia à Gotham, à psychopathe cruel et sans pitié, capable encore une fois d'assassiner des enfants. J'ai vraiment l'impression que tuer des enfants est une caractéristique récurrente chez les personnages qui tournent mal. Enfin bon, la transformation peut se faire dans l'autre sens, où l'arc narratif d'un antagoniste le fait passer du côté du héros. Je vais donner l'exemple facile et frappant de Dark Vador, qui redevient Anakin à la fin du Retour du Jedi. Le changement des valeurs d'un personnage au fur et à mesure de l'intrigue, c'est une raison pour laquelle on change d'opinion dessus. En tant que spectateur, nos valeurs restent fermes et inchangées, et l'évolution observée chez le personnage change l'opinion qu'on a de lui. Cependant, cette variation ne vient pas vraiment titiller notre cerveau et nous amène peu à nous questionner. C'est le personnage qui a changé, mais vos valeurs, elles, ne sont pas chamboulées, et ce en quoi vous croyez ne change pas. Ce qui nous amène à une deuxième, et à mon sens bien meilleure façon qu'ont les auteurs de changer l'opinion qu'on a d'un personnage. Celle qui fait remettre en question au public sa propre échelle de valeurs. Bon alors, comment une fiction peut changer notre façon de voir les choses ? Eh bien en changeant notre façon de voir les choses. C'est là qu'intervient le changement de point de vue. Lorsqu'un personnage bien écrit auquel on s'est identifié et pour lequel on éprouve de l'empathie, voire de la sympathie fait un choix, nous avons tendance en tant que spectateur proche du protagoniste à lui donner raison dans ce choix, à le valider. On valide ce choix parce que l'identification au personnage, si elle est bien réalisée, nous amène à voir ses actions à travers un prisme subjectif dont nous avons de moins en moins conscience au fur et à mesure que notre attachement au personnage progresse. Pour un personnage auquel le spectateur est fortement identifié et attaché, ce filtre subjectif est totalement transparent et on n'en a même plus conscience. Ce qui fait que peu importe ce que fait le personnage, tant que cette décision découle d'un cheminement logique, on a tendance à valider ses choix. Ok. Prenons un deuxième exemple concret. Le film Joker de Todd Phillips a fait polémique aux US car il ferait l'apologie de la violence. Au milieu du film, le Joker tue 3 jeunes hommes qui le rouent de coups et se moquent de lui, et le problème c'est que le film provoquerait de l'empathie pour le Joker, et le public en viendrait à comprendre et cautionner la tuerie. Et je fais partie des gens qui comprennent le Joker quand il tue ses agresseurs. Et dans la salle de cinéma, j'en étais même satisfait. D'ailleurs, juste avant que le Joker mette une balle dans la tête du présentateur télé à la fin du film, il décrit parfaitement ce qui l'a poussé à faire ça. How about another joke, Murray? No, I think we've had enough of your jokes. What do you get I don't think so. when you cross I think a we're mentally done ill with your loner jokes. with That's a it. society that abandons him and treats him like trash? Call the police, I'll Gene. tell you what you get. Call the police. You get what you fucking deserve. Et ça sonne tellement vrai. Est-ce que ça signifie que j'approuve des meurtres s'ils sont motivés par un parcours de vie difficile et ou des maladies mentales ? Non. Mais sur le coup, le film nous fait approuver et valider des meurtres. Même s'il nous fait découvrir l'intrigue via un filtre subjectif invisible, et qu'on a de l'empathie pour le Joker. C'est là que le changement de point de vue peut faire changer l'opinion du spectateur, ou du moins le questionner. Pas toutes les histoires le font, et pourtant certaines auraient mérité un peu plus de recul. Faire changer au public de point de vue sur les actions d'un personnage permet non seulement la remise en question de ses actes et de ses choix, mais également la remise en question des valeurs du public lui-même.
Certaines œuvres, non contentes de nous faire nous questionner sur la légitimité d'un personnage, nous interrogent sur la légitimité de nos propres valeurs. D'ailleurs, le Joker le dit dans le film. Nobody thinks what it's like to be the other guy. Le film nous interroge, et notre point de vue ne change pas lorsque le film s'arrête. C'est ce que je m'étais dit au début. En fait, notre point de vue a changé dès lors qu'on a commencé à visionner le film. Dès la première minute, on est devenu le temps d'un film, The Other Guy. Autre exemple. Rappelez-vous, on a été les plus heureux lorsqu'on a sauvé Ellie à la fin de The Last of Us partie 1 d'une mort injuste. Alors au début du deuxième volet, lorsqu'on est forcé de regarder notre personnage préféré se faire massacrer à coups de club de golf, c'est une torture. Résultat, en réaction à l'attachement qu'on avait pour Joel et à la souffrance morale d'Ellie, on hait immédiatement Abby. Et un peu plus tard, le jeu nous force à jouer Abby. Personnellement, j'ai pas pu. J'ai lâché la manette. J'ai refusé de jouer le personnage, j'ai refusé de la faire avancer et de la faire progresser vers ses objectifs. Et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas. Il a fallu plusieurs heures pour que j'accepte de rejouer, et encore c'était uniquement pour pouvoir rejouer Ellie après et connaître la suite de l'histoire. Et volontairement faire mourir Abby 2-3 fois, ouais. Et puis l'histoire d'Abby se dévoile. Elle nous met face au choix de Joel, encore, comme un miroir qui nous renverrait à ce qu'il a fait dans le premier jeu. À ce qu'on a fait en fait. Et Naughty Dog réalise le tour de force de nous faire nous identifier à Abby, et même de nous faire développer de l'empathie pour elle. Et la mort de Joel, elle est justifiée quelque part. Et pourtant il est mort. Il n'a rien fait de nouveau, son arc narratif n'a pas bougé. On a simplement changé d'avis en changeant de point de vue. Alors on regarde en arrière et on se revoit, décimant tout sur notre passage pour accéder à cette salle d'opération. On se revoit mettre une balle dans la tête à ce chirurgien et à cette infirmière, sans trop se poser de questions. On se revoit sauver cette fille qu'on aime, et par la même occasion condamner le reste de l'humanité. Alors seulement, on remet ses choix en question. On aurait pu le faire plus tôt, hein. On aurait pu se poser 2 secondes pour se demander si c'était la chose juste à faire. Mais c'est par la force qu'on apprend la dure leçon, et par la contrainte de devoir jouer un personnage qu'on déteste, et qu'on apprend finalement à apprécier. Au final, le point de vue selon lequel on regarde des mêmes événements nous biaise, et le changement de perspective nous fait nous questionner. Finalement, ce n'est jamais aussi simple que ce qu'il n'y paraît. Bon alors, on a parlé de l'évolution de l'arc narratif et du changement de point de vue de façon bien distincte l'une de l'autre. Mais est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? Eh bien pour moi, c'est là que les grandes œuvres de fiction se démarquent. Parce que je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans consacrer une partie à part à George R.R. Martin et à Game of Thrones, je vais maintenant vous expliquer pourquoi la saga telle qu'elle a été imaginée par lui est un chef-d'œuvre. Tout d'abord, la saga littéraire est construite en prenant le parti de nous faire vivre la totalité de l'histoire à travers les yeux de plusieurs personnages. Chaque chapitre opère un changement de point de vue, et ce depuis le début du premier livre. Les changements constants font que le lecteur remet en question les choix des personnages en permanence, de sorte que chaque action qui pouvait être perçue comme moralement bonne dans un chapitre peut sembler amorale dans le suivant. Mais ce n'est pas tout, parce que les personnages de George R.R. Martin sont particulièrement riches dans leur développement.
À l'image d'un Theon Greyjoy, du Limier ou de Jaime Lannister, l'évolution de leurs arcs narratifs les fait passer de protagonistes à antagonistes et inversement plusieurs fois tout au long des tomes. Martin réalise l'exploit de secouer les valeurs et les opinions du lecteur en jouant à la fois avec les arcs narratifs des personnages, mais aussi en le faisant constamment changer de perspective. En sortant de la salle de cinéma, j'étais satisfait du triomphe du Joker. Je me disais qu'il avait eu raison de tous les buter. À la fin de The Last of Us partie 1, j'étais certain d'avoir fait le bon choix. Est-ce que j'avais raison ou tort? Je ne sais pas. J'ai dit qu'on changeait d'avis sur Joel et Ellie en jouant au deuxième volet, mais si ça se trouve, ce n'est pas votre cas. Mais ce qui est indéniable, c'est que ces œuvres questionnent. Et c'est le propre de l'art, de questionner les gens sur le monde qui les entoure et sur la société dans laquelle ils évoluent. Changer de point de vue, c'est une démarche intellectuelle qu'il nous faudrait, je pense, tout savoir lorsqu'on consomme de la fiction, mais également dans la vie. Une œuvre qui nous fait accepter à travers des personnages des choix moraux discutables doit questionner son public. J'ai lu un jour, devenir adulte, c'est commencer à ne plus prendre Dark Vador pour le méchant de l'histoire. Eh bien je dirais plutôt que devenir adulte, c'est être capable d'appréhender le point de vue d'un autre. Est-ce que Luke a fait ce qu'il fallait, en détruisant l'étoile noire et en exécutant des milliers de soldats de l'armée impériale? Est-ce que Daenerys a bien fait de brûler tous ces gens dans leur maison à Port-Réal? Est-ce que sauver Ellie était le bon choix? Est-ce que finalement Thanos avait raison? Est-ce que le Dr House est un bon médecin, ou est-ce que c'est un connard fini? Et est-ce qu'il ne peut pas être les deux? Ce sont de bonnes questions. La fiction doit provoquer le questionnement.